Bonjour les enthousiastes, bienvenue à cette vidéo spéciale, un sujet très intéressant. Je crois qu'on va avoir beaucoup de choses à dire. C'est les embouteillages indépendants ou les embouteilleurs indépendants. Euh, Grosso modo, un embouteilleur indépendant, c'est quoi? C'est une entreprise qui n'est pas une distillerie, qui ne fait pas la distillation elle-même, tout le procédé en arrière, avant le vieillissement, là. Elle va aller acheter des barils de whisky, du whisky de d'autres distilleries et va la faire maturer, ou des fois, ils vont le vendre comme ça tout de suite aussi. Mais souvent, l'objectif, c'est justement de faire maturer le whisky qu'ils ont acheté de d'autres distilleries dans leur propre casse pour avoir un résultat euh, intéressant, là. Euh, et c'est quelque chose qui est, selon moi, là, un des secrets les mieux gardés là, de ce monde du whisky, si je peux dire ça comme ça. Je pense que la plupart des geeks de ce monde ont compris qu'ils ont un gros potentiel de qualité dans les embouteilleurs indépendants et souvent les gens plus néophytes vont snobber, entre guillemets, vont passer tout droit là, quand ils vont voir un nom qu'ils ne connaissent pas. Et bon, c'est tout à l'avantage là, des connaisseurs de ce monde. Donc, on vous révèle aujourd'hui les secrets de ce monde merveilleux qui est les embouteillages indépendants. Et je vous lance la question comme ça. Qu'est-ce que vous pensez en général là, des embouteillages indépendants, des embouteilleurs indépendants? Là, on va intervertir eBay, IB, Indie. Tu sais, ça veut toujours dire la même chose. Là, on parle de cette façon de faire-là. Euh, qui veut bien attraper la balle au bon sur son opinion des eBay? Je peux bien, Moi, je peux bien commencer ou ouais, Nick? vas-y. Ouais. Pour moi, dans le fond, ta question, c'est quoi un embouteilleur indépendant? C'est quelqu'un qui travaille pour nous faire goûter un produit en toute transparence, euh, qui va chercher certains jus que probablement que les embouteilleurs d'origine ne sortiraient peut-être pas parce qu'ils sont pas dans la lignée de ce qui sort habituellement dans leur car range ou dans leur plus haut de gamme. En fait, c'est pas mal comme ça que je vois les embouteilleurs indépendants pour ma part. C'est sûr qu'ils peuvent plus oser, effectivement, puis aller faire des résultats qui sortent plus du champ gauche que de la distillerie elle-même, hein. Si on regarde du Carolina, on voit rarement des gros sherry cask dans Carolina, mais c'est pas rare que dans des embouteillages indépendants, on va voir des gros sherry cask mariés avec le Carol, qui d'ailleurs, je trouve ça très dommage qu'ils font pas ça, Carole. Bon, je pense que Exact. Pour rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire, moi, je pense que, bien évidemment, j'ai une opinion un peu quand même favorable, les embouteilleurs indépendants. C'est une belle manière d'explorer des fois des distilleries ou des produits qu'on connaît bien, mais avec une petite twist. Tu sais. Exemple, si la distillerie, elle va sortir tout le temps, tout le temps, tout le temps du stock ou des embouteillages à 40%. Bon, peut-être que ça va être le fun qu'un indépendant, il va sortir peut-être du stock à 48 ou à 50%. Tu sais, ça va venir donner, ça va nous faire des fois redécouvrir certaines distilleries ou dire, ah, tu vois, celle-là, peut-être, elle a du potentiel qu'on n'aurait pas soupçonné ou des finishes. Tu sais, comme tu disais, Caolila, c'est pas mal tout le temps la même affaire qui sort. Jamais vraiment de nouveautés, on va dire, au niveau officiel. Tandis que dans tout ce qui est dans l'indépendant, il sort des choses, des fois, c'est merveilleux, là. Puis il y en a, là, il y a beaucoup de volume en indépendant qu'il y a lui, là. Fait que ça peut être le fun. Puis des fois, c'est des distilleries qu'on n'en voit pas beaucoup, puis qui gardent jalousement leur stock. Fait que quand on peut tomber sur des bouteilles indépendantes de ces distilleries-là, ben, c'est des petits bijoux, là, des petits trésors, presque. effectivement, c'est le fun de voir, de tomber sur une petite perle de Lafroc, de Beaumont, de Hardbeck, des gros noms des fois. Puis d'ailleurs, ils utilisent pratiquement jamais les vrais noms pour des questions de trademark, là. Faut qu'ils payent pour utiliser les noms des distilleries. Fait que souvent, tu vas pas voir un Lafroc sur la bouteille, tu vas voir
Williamson, où tu vas avoir un autre nom qui va référer à la FOG, puis il faut le savoir. C'est pas très difficile d'aller voir sur Internet puis comprendre ça. Mais effectivement, ça vient le fun après ça là, de tomber sur des HP comme ça, des Highland Park qui vont être maturés en single cast strength. On n'aurait pas eu accès autrement en official bottling parce que c'est pas leur façon de faire ou que ça leur a été utilisé autrement. Là, c'est le fun dans les embouteillages indépendants. Sky's the limit. On peut avoir n'importe quoi. Martin, je te laisse juste pour que tout le monde puisse parler. Écoute, je te dirais que je vous rejoins pas mal. Là, je rejoins aussi les propos de Mathieu là, sur la latitude que peut-être ces embouteilleurs indépendants-là ont par rapport aux espèces d'image de marque, la distillerie ou le type de produit qu'on se doit d'offrir à nos clients, garder une certaine constance, c'est pas trop être divergent. Fait que, personnellement, je pense que c'est pas la bonne. Pas que c'est un mal nécessaire, mais je veux dire, c'est un chemin naturel, je pense, pour toute personne qui s'en va dans le whisky, à un moment donné, de sortir des sentiers battus. Puis, moi, j'ai commencé peut-être plus ce qu'on peut appeler les embouteilleurs indépendants, plus à la Douglas Sling. C'est des produits grand public qu'on retrouve régulièrement en grand volume. Puis après ça, on va aller chercher les choses un petit peu plus nichées. Fait que c'est un très beau chemin. C'est un peu, je dirais, faire une image de ski alpin, là, quand tu prends les pistes, là, quand ça va dans le sous-bois, là, souvent, ça peut être là que le fun est. Effectivement, je pense que l'image est bonne. Hein? La distillerie qui suit son chemin, on connaît le côté conservateur de Diageo. Puis c'est pas pour rien que Carole sort rarement des sentiers battus, mais quand tu t'appelles Cardmore, quand tu t'appelles Gordon MacPhail, quand tu t'appelles Octave, on pourrait en nommer beaucoup là, des embouteillages indépendants. C'est sûr que tu te permets plus, puis tu as une certaine flexibilité que les plus grosses corporations ne laissent pas. Là, on est obligé de l'admettre. Puis j'aime aussi dire qu'on nous vend le produit comme il est. C'est vraiment une question de vendre de l'information et non une vente d'un marketing, d'une histoire, de quelque chose. On n'essaye pas de nous vendre une histoire de viking ou un bel embouteillage, une belle boîte avec un dragon. Le whisky de l'embouteilleur indépendant se vend par l'information qu'ils vont mettre sur la bouteille. Parce que tu vas regarder tu vas regarder ses specs, tu vas regarder les informations que tu as. La distillerie, l'âge, le fût, souvent, c'est toutes des informations qui sont disponibles. Il y a beaucoup de transparence dans cet univers-là des distilleries, là, des embouteillages indépendants. C'est rare que tu vas voir des NAS. Ils ne vont être pas gênés là, de mettre le vrai âge. Ils ne vont être pas gênés de donner un maximum d'informations. C'est quoi le fût? C'est quoi l'année? C'est combien il y a eu de bouteilles? C'est quoi les. Fait que ça, quand je vois ça, ça m'attire beaucoup plus qu'un embouteillage où que l'information est limitée et qu'on a moins d'informations. Puis c'est rare que tu vas avoir un produit que de l'ajout de colorant non plus là-dedans. Tout est fait pour justement une clientèle cible beaucoup plus geek, beaucoup plus exigeante en termes d'information et de transparence. Puis c'est ça qui est le fun aussi, là, quand on magasine justement là, des bouteilles, puis que là, on tombe sur quelque chose justement que on regarde les specs, puis ça nous allume par les informations que tu as sur le produit versus parce que c'est le nouveau release d'Ardbeg puis que ça a l'air cool puis c'est tendance. C'est pas la même façon de vendre un produit. Puis c'est ça, dépendamment où vous êtes dans votre cheminement puis qu'est-ce que vous recherchez. Je trouve ça beaucoup plus éducatif, beaucoup plus pédagogique de se questionner à décortiquer une étiquette de whisky que de l'information plutôt qu'une étiquette de Ardbeg que tu vois rien, que tu n'as pas nécessairement beaucoup d'informations. J'ai une question pour toi, Jean-Philippe. Qu'est-ce qui Oui, mon t'allume cher. le plus? Qu'est-ce qui t'allume le plus? Une bouteille avec une soucoupe volante dessus ou une bouteille avec les barils utilisés?
C'est ça. Mais c'est exactement ça. C'est sûr que j'aime bien mieux voir c'est quoi le type de fût, c'est quoi le taux, c'est quoi l'âge, ça vient de où, parce qu'on sait la distillerie, puis on peut creuser. J'aime bien mieux voir de la transparence sur mon whisky que du marketing, puis peu d'informations sur le produit. Ça, c'est indéniable. Fait que je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez unanime dans l'univers du whisky. Il n'y a pas grand monde qui vont dire que les embouteilleurs indépendants, c'est pas bon, là. J'ai jamais croisé une personne, j'ai jamais lu quelqu'un qui va dire ça nécessairement. Je pense que c'est vraiment un univers à découvrir si vous n'êtes pas encore baigné là-dedans. Même qu'on pourrait, certains pensent, il y a des rumeurs qui viennent justement dire que c'est peut-être un monde trop beau pour être vrai, puis qui tend à disparaître pour plusieurs raisons dans le marché, là. La pénurie de fûts de qualité. On parle la pénurie de whisky d'un certain âge aussi, là. On sait que les Japonais sont très frappés de front avec ça, puis ils ne peuvent pas fournir la demande mondiale. On a aussi un retour aux valeurs conservatrices là, pour les grandes distilleries. Les Ardbeg refusent de vendre leur whisky aux embouteillages indépendants. Ils préfèrent conserver leur whisky pour faire de plus en plus de volume pour répondre à la demande qui est de plus en plus exigeante. Et on a nos gros joueurs. Là, ça a fait un peu un nombre de chocs quand Gordon et MacPhail a dit qu'il cessait d'acheter du whisky des autres distilleries pour faire des embouteillages indépendants puis qui voulaient se concentrer sur leur distillerie Benromach. Parce que souvent, les embouteillages indépendants, il y a une distillerie à côté puis ça vient compléter un peu leur business. Fait que je vous lance la question. Qu'est-ce que vous pensez de cette tendance-là? Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que moi, je ne pense pas que Gordon MacPhail va terminer demain matin d'avoir épuisé son stock. Il y a probablement un très grand inventaire encore à passer. Ce n'est pas ça l'inquiétude. C'est plus qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver dans l'univers des embouteilleurs indépendants. Puis probablement que le portrait qu'on va avoir plus tard, je pense qu'il ne sera pas nécessairement le même. Là. En tout cas, moi, c'est mon opinion, là, mais je veux vous entendre là-dessus aussi. Là. Fait que je lance ça à Nick là, pour garder le même ordre. Ou, je pense que c'était Mathieu. Peu importe. Je trouve que pour l'instant, je ne suis pas inquiet. Je n'ai pas vu assez de nouvelles ou assez de choses qui me font croire qu'il va y avoir moins d'embouteillages indépendants. Moi, je pense qu'il y a des nouvelles distilleries. Je pense qu'il y a des gens qui vont vouloir se lancer aussi dans le marché. C'est pas par la distillation, ça va être par l'achat de tonneaux, l'achat de d'ITIA déjà distillés. Moi, je pense pas. Je pense qu'on va voir peut-être même des nouveaux joueurs. Peut-être qu'ils vont vouloir prendre la place. Par exemple, d'un Gordon MacPhail qui est quand même qui est bien établi. Fait que non, je suis pas. À ce point-ci, je suis pas inquiet. Là. Ça pourrait changer, mais pas pour le moment. Mathieu, je te relance la balle. Ben, pour ma part, les embouteilleurs indépendants, je veux pas que ça parte. Je sais qu'il y a beaucoup d'embouteilleurs indépendants, dans le fond, qui se sont startés en distillerie. Anne Armouchen, Arnaud Murcan, ouais, Adelphi avec Arnaud Murcan. Morrison, comme on parlait plus tôt, Aberraji. Avec Magdala, puis c'est Glenn Olpert, ouais. Et voilà. Est-ce que c'est à disparaître? Je pense pas dans un futur proche. Je pense qu'il y a quand même c'est un bon, c'est plate d'utiliser ce terme-là, c'est un bon filon pour aller chercher du financement pour débuter un projet d'envergure comme une distillerie, qu'on sait comment c'est difficile de rentrer dans ce monde-là sans des fermetures après 20 ans ou 10 ans parce que c'est dur de garder du stock, ça coûte cher.
Fait que pour l'instant, je pense pas. Est-ce que le manque de casques de qualité peut affecter la chose? Je crois que oui. Je pense aussi que les gros joueurs vont probablement garder leur stock puis le vendre à gros profit, à des gros marchés. Comme Nick disait, on risque de voir de moins en moins de gros noms sortir. C'est la première chose qui risque de changer. Mais je pense effectivement, comme tu dis, c'est une question de revenus. Puis il y a certaines distilleries qui n'ont même pas de core range qui, pour justement une question de revenus, puis dépendamment de la demande qui fluctue, ils n'ont pas le choix de vendre justement à des embouteilleurs indépendants. Là, on peut penser à du Kleinlich ou il y a beaucoup de distilleries qui vendent une grande proportion de leur production à des blends comme Johnny Walker, Ballantine, ces choses-là qui, après ça, eux autres, ben, selon leur demande, vont acheter X production. Fait que qu'est-ce que tu fais avec ton restant de distilleries que tu n'as pas vendu? Ben, tu vas vendre ça à des embouteilleurs indépendants. Tu ne vas pas te starter un core range puis tout créer du marketing, puis ça leur aurait un coût énorme pour vendre leur surplus de production versus juste vendre à des embouteilleurs indépendants. Ce que tu fais, là, c'est quand tu es Kleinlich, tu pars, tu vends ça à Gordon MacPhail, puis tu fais des produits incroyables comme ça. Ouais, c'est vrai qu'il est fabuleux. Un refill Sherry Hogshead 13 ans à 56,5%. C'est un 2007. C'est incroyable. Incroyable ce produit-là. Si jamais vous avez la chance de mettre la langue là-dessus, je vous le dis, c'est vraiment C'est pourquoi bon. souvent on voit des noms que on voit pas. Les gens, justement, ne sont pas familiers avec les noms parce que, justement, des Lingwood, des Ben Rines, il y a des Blair Atoll, il y a beaucoup de noms comme ça qui n'ont pas nécessairement de core range, puis qui n'ont pas nécessairement la capacité, puis ils n'ont pas de département marketing, là, finalement. Ils ont juste leur produit, puis ils veulent le vendre. Moi, je trouve ça bien correct de juger un produit pour son contenu et non son contenant, mettons. Puis ça, je pense pas que ça tend à disparaître. Il va toujours avoir des séries qui, justement, vivent de ça, là. Ben, vivent de ça. N'ont pas le choix d'avoir un revenu d'appoint pour, justement, financer d'autres choses. Tu l'as dit, des projets, ou juste survivre dans ce monde de whisky. Martin, j'aimerais ça t'entendre sur la question, là. Oui, ben, je vous suis pas mal partout dans ce que vous avez dit. Ce que je pense qui peut peut-être arriver, parce que c'est sûr qu'on dit qu'il y a peut-être moins de stock, la demande est de plus en plus grande, les compagnies peut-être épuisent tranquillement leur stock vu qu'il y a une plus grande demande, les stocks sont moins vieux, etc. Fait ils vont peut-être vouloir un peu plus faire du protectionnisme sur leurs propres produits, puis peut-être les utiliser, comme on dit, dans des, comme on aime à dire, JP, dans des patentes d'Artbeg. Au lieu de peut-être vendre ce stock-là à un indépendant, ce qu'il aurait pu faire à l'époque, ou même à la SMWS, on va sortir quelque chose là, avec des licornes, des phoenix, des affaires même. Puis... Fabuleux, c'est qu'ils nous vendent leurs erreurs à cette heure, puis ils ne sont pas gênés de le faire. Fait que, ils nous vendent, voici notre erreur. Fait que, je te rejoins à 100% pour ça. Excuse-moi, je ne vais pas te couper, là. Non, c'est que. Puis, tu sais, ça va peut-être aussi amener une certaine rationalisation. Mettons, on parle de Signatory Vintage, ils ont peut-être 3-4 gammes. Douglas Lang, ils ont plusieurs gammes. Peut-être qu'ils n'auront peut-être pas le choix de délaisser certaines pour lesquelles ils n'ont peut-être plus accès aux produits qu'il y avait auparavant. Mais de savoir si ça va peut-être disparaître, je serais très surpris. Là. C'est un beau marché, puis je pense qu'il y a de l'argent à faire. Puis probablement que les compagnies sont même intéressées de vendre leurs casques ou leurs produits qui ne font peut-être pas leur production à gros prix à des embouteilleurs indépendants, sachant que ça va se faire acheter anyway par le geek en moi. Ouais. Puis on a vu une augmentation de prix quand même significative chez des embouteilleurs comme Adelphi puis comme John MacPhail. Ils ne sont pas épargnés par cette augmentation de prix et cette demande-là. Fait que ça veut dire que si ça se vend encore, c'est qu'il y a encore une demande pour ça.
Octave, je me souviens qu'on achetait ça 80 balles, là, ou c'était des prix ridicules. À cette heure, c'est dans les 200 quelques dollars. Fait que, puis je trouve que ça le vaut encore, même à ce prix-là. Mais c'est ça, il y a clairement un changement qui est en train de s'opérer, ne serait-ce que par l'évolution justement du marché pour les fûts. Les fûts de qualité se font de moins en moins fréquents. Peut-être qu'on va voir plus de brandy cask, de cognac cask, puis tout ça, parce que c'est ça qui se passe dans l'univers du whisky. Hein. On essaie de compenser avec d'autres choses, puis à s'ouvrir, puis quelque chose qu'on n'aurait pas pu pouvoir dire il y a quelques années, où ce que les fûts de rhum, c'était déjà très ésotérique. Là. C'était quasiment vu comme un blasphème de faire des finitions en fûts de rhum. Aujourd'hui, c'est presque commun. C'est rendu quasiment la norme de faire de l'expérimental, d'avoir des brandy cask, des tequila cask. C'est encore pas bon en passant, là, Jean-Philippe. C'est rendu la norme, mais c'est quand même pas bon encore. C'est encore pas bon. Ça dépend à quoi, mettons, dans du kilomètre, je généralise. Ouvert que dans parce que moi, c'est pas ma tasse de thé, les finishes de rhum, mais. Je te rejoins là-dessus. Moi non plus, c'est pas quelque chose que je recherche, mais je suis ouvert à y goûter puis à voir comment c'est fait. Puis il y en a des pas bons, puis il y en a des plus bons. Il y en a des mieux faits que d'autres. C'est un peu comme n'importe quoi. Puis je pense que c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher un équilibre de saveur dans quelque chose que justement qui est un rhum. D'habitude, c'est très sucré, c'est très épicé. Probablement que c'est un exercice qui est beaucoup plus technique là, que ce qu'ils sont habitués de faire avec des fûts de Bourbon ou des fûts de Xérès, que c'est ça. Tu vas dénaturer beaucoup plus facilement ton produit, c'est un peu ça que je veux dire. C'est normal aussi. Je veux dire, tu sais, exemple, si on prend les fûts de sherry, là. C'est probablement depuis qu'il y a du whisky, qu'il y a des whisky finis en fût de sherry. Ça fait des années et des années. Tu sais, les fûts de rhum, les fûts de cognac, tu sais, l'expertise n'est pas encore là. Tu sais, c'est comme nous autres, je sais pas, on cuit de la viande depuis 2000 ans, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, apprêter des légumes, tu sais, apprêter comme tu dis, du tofu, des affaires, tu sais, ça fait 30, 40, 50, 60 ans, tu sais, mais j'imagine que les fûts de cognac, les fûts de Porto, les fûts de ci, ben, peut-être pas Porto, là, mais les fûts de tequila, ça va peut-être encore prendre 20 ans, puis dans 20 ans, on va dire que c'est la nouvelle norme, les fûts de tequila, mais pour l'instant, on n'est peut-être pas là, tu sais. C'est encore d'expérimentation, je suis pas mal sûr, là, tu sais. Tous les nouveaux types de casques, les nouveaux types de casques d'alcool qu'ils peuvent utiliser maintenant. Je veux dire, oui, ils font des tests, oui, ils font des choses, mais bon, il va y avoir quelques années d'ajustement. Tu peux pas me dire que ce qui sort, là, c'est à point. Là, je trouve ça important, justement, des expérimentations. Puis, justement, pour revenir sur les embouteilleurs indépendants, ben, ils ont la possibilité de pouvoir faire une double maturation dans des fûts. Il y aurait possibilité de s'expertiser dans des fûts, justement, qui est tequila, mezcal, rhum, cognac. Puis, il y en a plein de branding d'independent bottling que, comme Octave, t'achètes ça, tu le sais qu'il est vieilli dans un fût d'octave, un fût octave, là, qu'il appelle. Là. Un petit fût effectivement. Comme Red Cask, ben, c'est juste dans des fûts de Xérès de premier fill. First fill? First fill, premier remplissage. Parce que c'est ça qu'ils vendent souvent, c'est la qualité du fût, là, on va se dire. Mettons, tu es un embouteilleur indépendant et tu décides d'acheter du jus, c'est pas parce que tu as des fûts de mauvaise qualité à passer, c'est parce que tu as trouvé des bons fûts puis tu sais que le produit va se vendre parce que ça va donner. Tu es pas mal convaincu de la qualité de ton fût, mettons, d'habitude, quand que tu t'achètes le distillat. C'est rare que tu vas voir un embouteilleur indépendant, tu vas te dire, me semble le fût, il a été surutilisé, il a été malmené. Là. En tout cas, moi c'est rare que je me suis dit ça. J'ai l'impression qu'il y a quand même
une certaine expertise, un certain focus sur ce procédé-là de maturation parce que tu as comme enlevé les autres étapes d'avant, là, la distillation, les procédés avant ça. Tu n'as pas à te casser la tête avec ça. Tu es vraiment focus sur ton processus de maturation. Puis on le sait que c'est probablement le procédé qui donne le plus de saveur justement à ton whisky. Là. Je ne sais plus. Quelqu'un avait sorti une stat de 80%, je ne sais pas si c'est vrai, là, que tu vas vraiment chercher 80% de tes arômes dans le procédé de maturation. Mais bref, c'est sûr que c'est une partie qui est très importante, puis c'est vraiment là-dessus que les embouteilleurs indépendants vont axer dans la majorité des cas. Puis après ça, si tu regardes d'où vient le DCA, ben, c'est un beau procédé de long en large avec un beau taux puis des beaux specs. Je ne vois pas comment on pourrait être contre le procédé. Je m'enligne justement sur ma prochaine question pour vous, les gars. Est-ce que vous avez un embouteilleur indépendant que vous trouvez qui fait mieux que d'autres généralement? Parce qu'on dit souvent, on a toutes nos distilleries fétiches, puis on trouve qu'ils ont une bonne moyenne au bâton, qui sont capables de sortir un bon core range, tout ça. Mais là, si on se transpose dans les embouteilleurs indépendants, y a-t-il un embouteilleur indépendant que vous vous dites, moi, j'achète les yeux fermés quand je vois ce nom-là, parce que je sais que sa moyenne au bâton est très élevée, puis j'aime la direction que ça prend quand que, c'est bien fait, là, quand c'est fait avec ce procédé-là. Nicolas, pour garder le même ordre. OK. Ben moi, c'est sûr, là, c'est dur de passer à côté. Gordon MacPhail, je veux dire, c'est un des plus gros. Je trouve que c'est de la constance, là. C'est sûr que, bon, il faut aller chercher le genre de produit que tu aimes aussi, là, parce que tu as un paquet de finish, tu as un paquet de distilleries différentes. Ils font du cast strength, ils font du pas cast strength. Donc, il faut aller chercher le genre de produit que tu as. Mais dès qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, un temps soit peu, puis que c'est du Gordon MacPhail d'habitude, je peux acheter les yeux fermés. J'ai aucune inquiétude à avoir, je sais que ça va être bon. Des fois, c'est extraordinaire, des fois, c'est correct, c'est bon. Mais pour moi, je me pose pas trop de questions. Sinon, j'en ai d'autres, là. Exemple, là, c'est les séries Old Malt Cask. Ici, là, j'en ai deux. J'ai un Talisker, puis j'ai un Kaolila. Ça aussi, généralement, c'est des bons embouteillages aussi, là. Embouteillés, ceux-là, je crois, sont à 50. Ouais, ces deux-là sont à 50% d'alcool. Donc, pas qu'à strength, là, c'est ramené à 50, mais les taux d'alcool font du sens. C'est des produits avec des âges, avec les finishes, avec de l'information, comme on disait un petit peu plus tôt tout à l'heure. Généralement, ça aussi, si j'aime la distillerie, j'ai pas de misère à me lancer sur la bouteille. Gordon MacPhail, c'est un des plus vieux embouteilleurs indépendants. Je regardais ça, 1895, là, ça fait plus de 100 ans qu'ils font ça. C'est sûr que. Puis, tu sais, ils sont très réputés aussi pour leur très haut de gamme. Là, ils sortent des affaires, je ne sais plus, c'était une affaire de 72 ans, à un moment donné, là, ou je ne sais pas trop, là, un age statement de fou. Là. Mais bref, c'est vraiment. Un nom, là, je pense que c'est un des plus grands noms, sinon le plus grand nom qu'on peut voir dans l'univers des embouteilleurs indépendants. Puis effectivement, c'est rarement décevant de ce que j'ai eu comme expérience. Mathieu, t'en penses quoi? Yes. Ben, je suis d'accord que c'est un très grand nom. J'aime, si on parle de favori, moi, ton favori? Favori. Oh mon Dieu. Oh. C'est dur, hein? Demande à un parent c'est qui son enfant préféré. C'est aussi complexe comme question. Moi, regarde, je vais être franc, j'adore ça. Carl Moore. Ouais, moi aussi, je suis très Carl Moore. Ça, j'en ai. Par justement leur transparence, bien entendu, des Independent. Merci de mon anglais. Puis, le jus qui sort, dans le fond, il y a du 47,5. Là, on parle de Carl Moore.
Ouais. Il y a Mactala, Old Bird qui est des blends. Il y a Mactala qui est les régions vieillies en fût de sherry. Non, ben pas nécessairement chéri, mais c'est une distillerie. Le Mactala, c'est un single malt. OK. Je sais que leur gamme, ils ont vraiment évolué dans région, pourcentage d'alcool, age statement, parce que dans cette série-là, c'est très rare qu'on voit des whiskies de plus de 12 ans. Pour ma part, c'est très, très rare que j'en ai vu dans les petites sorties comme ça. Sont embouteillés à 47,5, c'est le fun. On se parlait de ça tantôt. Je trouve ça le fun. Je trouve que ça se boit très bien en semaine ou en soirée. Ça te donne un petit challenge de fun. Il y a tout le temps une certaine ligne directrice avec la distillerie de où ce que le jus vient. Tu poigneras pas de quoi qui est à l'opposé total. Je trouve qu'il y a quand même la signature dans leurs produits de la distillerie. Ils vont jouer avec les casques. Puis si tu t'en vas dans des affaires comme un petit peu plus poussées comme ça, ils ont une gamme un petit peu plus, on va dire, haut de gamme, que tu vas chercher des affaires un petit peu plus rares. Comme, La série Celebration of the Cask font des affaires quand même très hautes là, dans le très haut de gamme, dans le haut de gamme et très haut de gamme, mettons. En plein ça. Puis ils sont tout le temps cast strength. Ils donnent le jus, la force du jus direct en partant. Je trouve ça vraiment plaisant. Est-ce que c'est ma seule préférée? Je dirais que non, parce qu'il y en a tellement. J'ai couru après des Ben Nevis en 2023, quasiment toute l'année. J'ai un Ben Nevis Canmore, Artist Collective, qui est excellent. Castrain, encore. Ça, je trouve ça malade. Un autre Ben Nevis de Dramont. Quand tu veux aller chercher un distillat, mais vieilli de plusieurs façons, des âges différents, souvent le coût il est moindre aussi dans les independent bottlers. Fait que je trouve ça malade, mais dans le nouveau rapport qualité-prix, effectivement. Ouais. Mon coup premier, ça. Puis deuxième ici, là, ça c'est hot. Ils font des bons produits. Le branding, il est malade. Les informations. Ça, c'est les artistes. Ouais, la série Artistes. Mais ce qui est le fun avec ta série Carnmore, surtout la Carnmore puis la Strictly Limited, là, qui est comme entre les deux, c'est des produits qui restent abordables. C'est ça qui est le fun. Je trouve ça c'est bon, c'est encore très abordable pour ce que c'est. Puis, effectivement. Dans le exclusive aussi, des fois on voit ça, des shops exclusives X. Là, si vous voyagez, puis d'un coup vous allez dans une shop et vous voyez qu'il y a un embouteillage qui est fait exprès pour une shop. Si vous voyez du Cardmore exclusive, moi, mon expérience, c'est que c'est souvent excellent. C'est rarement. Ben, autant pour le Gordon MacPhail, quand vous voyez des beaux noms de fûts, là, parce que c'est des gens dans la shop qui ont sélectionné un fût juste pour eux autres. Fait que souvent, à moins que vous ne partagez pas ses goûts à lui, là. Mais souvent, si on sélectionné ce fût-là, c'est parce qu'il y a un petit quelque chose de spécial. Puis souvent, c'est le fun pour un geek d'aller chercher ça, là, ce côté-là plus spécial. Martin, t'en as-tu un favori, toi? Je te reste en 2-3 temps. Je vais faire ça bien vite. Premier temps, jeune moi qui commence dans le whisky, Douglas Lane, aller chercher là, les Regional Remarkable Malt, là, les Big Pete, les Scallywag, les Epicurian, puis toute cette gamme-là qui te permet d'aller un petit peu partout. Après ça, ça a été plus ce que j'ai adoré, puis big props à eux autres. Ils m'ont fait aimer Auchentoshan, c'est-à-dire Signatory Vintage en Cask Strength, leur série. Ça, c'est un go-to pour moi. J'aime bien les produits là-dessus. Et puis, plus récemment, comme Mathieu a mentionné, The Red Cask, produit super abordable. Écoute, je pense 120, 130. Écoute,
C'est écœurant. J'adore ces produits-là. C'est ma découverte 2022-2023. Puis mon côté, je te dirais, mon embouteilleur indépendant un peu plus Tim Raines, là, champ gauche, là, c'est ceux qui connaissent le baseball. AD Rattray. AD Rattray, j'ai goûté un Bunnahabhain 12 ans, First Fill Sherry Butt. C'était sa coche. J'ai pas eu la chance de goûter d'autres de leurs produits, mais fait que c'est ça. En 40 secondes, c'est à peu près ça mes choix. Là. Oui. Moi, je trouve qu'il y en a un qu'on a oublié, là, c'est les Douglas Lane, alias XOP dans le haut de gamme. Là. Ça, là, si j'ai une bouteille à m'acheter qui, mettons que j'ai un gros budget, là, 1000 $ et plus, là, j'irais dans le XOP, puis je serais confortable là, d'acheter quelque chose à l'aveugle, puis que ça soit excellent. Là. J'ai jamais goûté quelque chose de XOP qui n'était pas bon. Là. C'est vraiment très excellent. Sinon, les Celebration of the Cast de Carnmore, moi aussi, j'adore ça. Sinon, Signatory Vintage, que j'adore aussi. Tout ce qui est Signatory, c'est dans le fond le côté embouteillage indépendant de la distillerie Edradauer / Balakin. Fait que c'est sûr que, sachant comment que les fûts de sherry d'Edrado donnent du goût, si tu viens me dire que justement, je te fais un bon Kaolaïla dans un de ces bons fûts-là, moi, ça m'allume. Moi, je trouve ça super intéressant, surtout avec des beaux taux comme ça. Là. Ça, je pense que c'est un 57,3. C'est magnifique. Ouais. Est-ce que j'en ai un préféré? Hey, c'est dur en maudit, là, à choisir juste un. Là. C'est comme, je pense que c'est Martin qui disait ça, choisir c'est quel enfant tu préfères. Là. Ils ont tous leurs points forts sur certaines choses plus particulières. Carlmore font des excellents taux à 47,5, là, que ça se boit comme de rien. Là, fait que je trouve ça super. Dans le très haut de gamme, j'irais probablement XOP Gordon MacPhail. Dans le milieu de gamme, j'aime bien les Signatory, les Octaves aussi, je pourrais dire que c'est rendu milieu de gamme. Adelphi, on n'a pas parlé d'Adelphi. J'adore les beaux casques d'Adelphi soakés, là, vraiment bref, là, toutes les nommer. Ben, il y en a plein, hein. Il y en a plein qu'on ne parlera pas ce soir. Parce qu'il y en a tellement Les des. North Star aussi. C'est ça. La bouteille est affreuse, mais le jus, il est excellent. Il y a un paquet d'indépendants qu'on ne parlera même pas ce soir, mais je veux dire, il y a du choix, là. C'est pour ça Flyers, c'est super aussi, les Infrequent Flyers. Ils ne fournissent pas de demande tellement qu'ils ont bien fait leur job. Là. Mais il y a une petite affaire sur ce que tu nous as montré tout à l'heure. Exemple, les XOP, c'est vrai que c'est incroyable. C'est généralement des superbes produits, mais mon petit bémol, c'est que le prix est tellement prohibitif. Là. Je veux dire, pour monsieur et madame tout le monde, c'est impensable de s'acheter une bouteille comme ça. Là. Non, c'est ça. C'est sûr que pour monsieur, madame tout le monde, on va parler beaucoup plus d'un Carnmore, d'un Octave ou des choses comme ça. Mais quand on va dans le très haut de gamme, puis mettons que tu veux t'acheter une bouteille pour ton mariage, là, que ça soit une grosse bouteille, là, vraiment, c'est sûr que j'irais justement dans du gros Gordon MacPhail ou du gros XOP si c'est vraiment une bouteille d'occasion. Once in a lifetime, comme on dit, c'est vraiment le moment que tu veux souligner puis que tu veux avoir une grosse bouteille avec un gros budget, je pense que j'irais dans ces gros jus-là de XOP, mais c'est vrai que c'est pas une bouteille que tu vas acheter tous les jours. C'est pas le budget moyen comme un immortel. Mais c'est pas si. Tu sais, c'est cher, oui, mais tu sais, je viens de scanner, mettons, un Bowmore, 25 ans, 57 900$, mettons. Là. Mais tu prends un Bowmore 25 ans, c'est quasiment 690$, mais il est à 43%. Exact. Parce que après ça, si tu veux comparer puis aller dans du official bottling, Bowmore, là, quand il aurait sorti son 25-30 ans, là, il a probablement sorti le double du prix. Là. Du official bottling, là, souvent, là, c'est parce que tu as tout le marketing puis toute la grosse boîte derrière qu'il faut que tu payes pour aussi.
Puis quand tu arrives dans un embouteillage, quand tu arrives dans des embouteillages indépendants comme ça, ben là, naturellement, tu ne payes pas pour le marketing. Là, il n'y en a pas. Puis tu payes pour tu es beaucoup plus près de payer pour le contenu de l'embouteillage que le contenant puis tout ce qu'il y a autour de ça. Remarque que dans le cas d'Exopay, le bois est en bois, au prix qui est rendu le bois, c'est peut-être ça qui fait que Sont beaux, leurs caisses en bois. Je les adore. Là. C'est classe au bout. Là. Tu ouvres ça, tu as un petit pamphlet. Là. On dirait que. Je sais pas, c'est juste comme. C'est tellement bien Mathieu? fait, mais. Ouais, Mathieu, vas-y. Je trouve ça important. On a manqué ce petit, je trouve un petit bout important. Compass Box qu'on voulait insérer dans notre discussion. Un Ouais. petit 2 minutes 3/4 qui Mhm. est un embouteilleur indépendant puis un blender. Il y a un Je trouve bémol à que faire, c'est ça, c'est qu'ils font des blends en plus d'acheter. C'est qu'ils osent faire une recette avec qu'est-ce qu'ils achètent. Fait que c'est un level de plus, si on peut le voir comme ça. Mais ils font effectivement des très beaux produits. D'ailleurs, John Glazer a annoncé qu'il était sur son départ, qui était une grosse pointure, un gros nom dans l'univers du whisky qui a fait Le avancer. fondateur, hein, tu sais, faut le dire, là, c'est le Oui, fondateur de Compass Box. qui a fait avancer beaucoup de choses dans la législation aussi, là, qui entoure l'information qu'on a sur nos whiskies. Lui, il a tout le temps prôné justement la transparence là, par rapport à ça. Puis quand tu vas googler une bouteille de Compass Box sur leur site Internet, tu as toute la recette, les proportions à 2 décimales près, puis tu as tout le pedigree, là, first field, second field, et de quelle distillerie ça provient. Fait que vraiment des très belles pratiques justement pour les geeks de ce monde en whisky. Puis, effectivement, c'est un gros morceau de l'industrie qui nous quitte, John Glazer. Puis Compass Box, effectivement, si vous croisez des beaux Compass Box, bon, eux aussi ont été victimes d'augmentation des prix. Souvent, ça a augmenté un peu, dépendamment de quoi. Mais il y a encore des très beaux Compass Box pas chers, entrée de gamme aussi, hein, si on pense à du Peat Monster, à du Spice Tree, du Orchid Fruits que j'ai mis dans ma liste, que justement, je voulais faire une vidéo là-dessus. Il y a des Le Spaniard très aussi, là, beaux qui est un Compass Box. mélange de fût de sherry, là, qui est très bon aussi, je trouve. Ouais, je pense qu'il y a du Aberlour, ça se peut-tu là-dedans, je sais plus trop? Non, il me semble qu'il y a un nom quand même pas Je ne pire. pourrais pas te dire la recette. Mais bref, prenez-moi pas pour du cash, là, l'information est en ligne. Là, Hédonisme et tout, je pense qu'il reste c'est bien. Le quoi, excuse? Hédonisme, Ah, la hédonisme pour nos hédonisme, là, mais ouais, notre à clientèle l'anglais, c'est française. ça. Oui, ben oui, ça c'est la guimauve liquide, là, ça se boit très bien. Petit bémol pour le 43 là, j'aurais mis mieux à un 46-48. Mais effectivement, c'est très remarquable, c'est très distinctif comme produit. Là, si tu veux savoir, ça goûte quoi? Fût de ex-bourbon extrêmement vanillé. Ça célèbre la vanille là, haut et fort. Là. C'est super beau. J'enligne sur ma prochaine question. Là. Est-ce qu'il y a des distilleries que vous dites, moi, j'achète seulement en embouteillage indépendant, puis que en official bottling, j'aurais jamais osé aller là. C'est vraiment pas une ADN qui me rejoint quand je vais dans du official bottling, dans les releases officielles de la distillerie comme telle. Mais quand je vois cette distillerie-là en embouteilleur indépendant sur un Carmore ou un Douglas Lane, whatever, que si je vois cette distillerie-là, je suis convaincu que ça va être un bon produit. Est-ce qu'il y a des distilleries, des distillat qui font mieux chez l'embouteilleur indépendant que chez la distillerie officielle? Je commence avec Nicolas encore.
Ouais, faire un changement. Ben moi, il y en a une, c'est facile. C'est Kaolila, là. C'est. Carolina, c'est le Ouais, premier c'est nom. Hein. évident, là. C'est gros comme le bras. Tout ce qu'ils font officiel, je trouve ça ennuyeux. Je trouve ça plate. Dès qu'on tombe dans le Independent, c'est. Là, t'explores. Je trouve que là, tu retrouves vraiment tu sais, pas, pas que t'as pas l'ADN de la distillerie dans ce qui sort officiel, mais que tu as beaucoup plus d'exploration, tu as beaucoup plus de- je vais dire ça, c'est bizarre un petit peu quand je le dis, mais les embouteillages indépendants, ils ont de l'attitude. Tu as beaucoup plus d'attitude dans le produit. Euh, Puis c'est des produits D'attitude, que. de latitude, de flexibilité, tu veux dire? Non, non, les deux. Tu peux le prendre en latitude, puis tu peux le rendre en attitude. Ouais, du Euh, caractère. Ils sont ouais, il capables y de a faire du quelque chose qui a du caractère. caractère. Ouais. C'est des Mais produits c'est avec plus de vrai que caractère. si tu compares un Carol 12, que pas quelque C'est chose qui a ça. plus de caractère, ça à terre. Puis quand C'est tu ça. arrives dans du Carol, je sais pas moi, octave ou Mhm. whatever, c'est sûr que on dirait que le caractère va ressortir plus. Mais je pense que c'est Chillfield Dreads pour ça, là. C'était le 12, ça se peut-tu? Si quelqu'un peut me vérifier ça, il y a C'est peut-être ça c'est- c'est- aussi. c'est possible. Sinon, écoute, dans d'autres, là, ben ça dépend, là. Mais exemple, je trouve que du Beaumont en indépendant aussi, c'est super bien réussi. Généralement, là, c'est sûr que c'est pas ce qui est le plus bon, facile à trouver des fois, mais quand tu tombes sur du bon Beaumont en indépendant aussi, là, vraiment, c'est meilleur que ce qui se trouve être leur ligne core range, là, on va dire. Là. Ouais. C'est c'est- c'est meilleur que ça. Puis après ça, bon, on tombe dans les éditions spéciales, tout ça. Ça va dépendre. Encore là, tu as une qualité qui varie. Mais quand tu tombes dans l'indépendant, dans le Beaumont, généralement, mais Surtout, pour moi, mes goûts à moi, ça frappe dans ouais, le mais mille. surtout aujourd'hui, quand que, justement, tu as des releases, parce que moi, je trouve que le core range, il en a perdu beaucoup de Ouais, Beaumont. Là. ouais, C'est ouais, beaucoup. vraiment plus le core range qu'on avait dans le temps. Là. Puis, je ne suis pas tout seul à le dire. Là. Le gars de Whiskey in the Six aussi, là, il avait dit ça. Puis, ça a été une confirmation pour moi quand j'ai entendu ça. Je me suis dit, OK, je suis pas fou. Là, mon Beaumont 18 goûte C'est plus à la même fade. affaire. Là. C'est Ça fade. s'est rendu fade, puis on dirait que c'est justement le fait que ça soit fade, on dirait que tu es rendu dans du carton mouillé. Là. On dirait que ça goûte je sais pas. En tout cas, moi, j'ai plus de fun avec les, les, les official bottling de Beaumont, comme j'ai déjà eu du fun. Je me souviens d'une époque où même le 12 était quand même qui avait un peu de corps. Mais Mhm. aujourd'hui, je peux pas recommander un Beaumont Orange. Mais effectivement, si tu tombes dans du indie, là, dans du independent bottling, c'est sûr que tu as t'as beaucoup plus de chances de frapper fort, là, d'avoir un bon produit que dans le core range normal, à mon avis, effectivement. Je pense que c'en est un autre là, que je n'achèterais pas le core range, mais si je vois ça en indie, c'est sûr que je vais considérer, je vais considérer plus l'achat, mettons. Mathieu, t'as quoi comme Yes. opinion? Moi, mon opinion, ce que j'aime bien retrouver en embouteilleur indépendant, euh, Highland Park, White-Claw, Enoch-Neal, tu sais, Ouais, j'aime bien ça, retrouver ça en embouteilleur indépendant, dû au fait que le prix, c'est vrai. la hausse des prix ici pour le HP, c'est intense. Là. Quand on parle d'un 18 ans rendu à 400 ici, puis le core range, il est vraiment pauvre aussi. Euh, Par chance, si on a la chance qu'il sorte un single casque aux 5 ans, puis tu vas en chercher un d'un bout, en tout cas,
vers l'est, vers l'ouest. En tout cas. Ils sont quand même chers. Là. Tu sais, là, tu parles des single casques en poche de jute, là, les Ouais, poches. tu parles du fleur de lys, là, entre autres. Là. Ouais, c'est ça. C'est quand même pas donné. Donc, j'aime ça le mettre dans ma liste pour répondre à ta question, HP. Puis, je vais revenir sur mon Ben Nevis que j'ai parlé tantôt. J'étais allé à la chasse au Ben Nevis. Ben Nevis, ici, l'origine, il y a quoi? Un Ben Nevis, ces tablettes? Il y a quoi? Il y a un produit? Officiel? Ouais. Officiel, il n'y en a pas. Ouais, il y a le Benevis 10, là, qui est un official bottling qui revient. Mais sinon, je suis pas à ma connaissance. Nevis vendent beaucoup leurs produits à des indépendants et au Japon, on va se le dire. Mais je suis bien Suntory, entre autres, Suntory qui achète la quasi-totalité. C'est peut-être exagéré. Je suis bien content parce que c'est Ouais. achetable. C'est achetable. C'est sûr que là, c'est bien que du bas âge que j'ai pu mettre la main dessus. Parce que c'est sur ça que j'ai couru. Leur Distia me plaît, même en bas âge, à l'état vif, on va dire, avec l'attitude. Puis, c'est pas mal ça, pour ma part. Ces deux-là, c'est les gros... c'est mes gros noms à moi que je cherche. Après ça, ben, il y a toutes les... dans le rayon des distilleries, on va dire, pas Ghost, là, mais dans les distilleries, dans les blends, souvent, on peut aller chercher de quoi de bien aussi. Là. Ceux-là qui vendent plus pour des blends, j'aime bien aller piger un peu dans toutes les distilleries. Dans pour des voir noms un peu plus ésotériques. Benrin, Blair Atoll, Linkwood, tout ça. Linkwood, je trouve ça excellent là, comme produit, là, ben, franchement. Là, c'est quasiment dommage qu'il n'y ait pas de Orange, là, mais bref, mettons un Adelphi Linkwood, là, ça, il était très bon. Là. Mais je te rejoins sur Allen Park. Là, je l'avais fait là, juste pour le fun avec un HP 18 qui d'ailleurs est rendu je ne sais plus combien ici. Là. Il me semble qu'il a explosé de prix. Là. Puis je l'avais mis à côté d'un Duncan Taylor HP 18. C'est pas comparable. Là. Clairement, j'aime mieux mettre mes douilles sur mon argent pour les Français qui nous écoutent. de mettre mon argent sur le Duncan Taylor à Allen Park 18 plutôt qu'un official bottling, mettons. Mon rapport qualité-prix va être bien meilleur sur un embouteillage indépendant versus la distillerie. Ça, je suis 100% d'accord. Puis c'est de plus en plus vrai avec la hausse des prix qu'on a là. Puis c'est pas que Island Park font nécessairement des mauvais produits non plus, c'est juste que il devient un peu un Macallan de ce monde avec des prix qui font aucun sens. C'est plus ça le problème. Martin, t'as-tu une distillerie que tu dis eBay, oui, OB, non? J'ai goûté, je vous rejoins dans tout ce que vous avez déjà passé sur les principales. J'ai pas tant de gros comparatifs, mais exemple, Darkentosh, ce n'est pas des produits qui m'intéressent nécessairement en core range, ce qu'on trouve en SAQ. Mais ce que j'ai pu goûter en Signatory Vintage, c'était assez exceptionnel. Glenmorangie, je pense que j'ai fait une petite capsule il n'y a pas longtemps, 2-3 jours passés. Les Glenmorangie, comme les core range, pour moi, c'est bof, OK, whatever. J'aurais aimé ça avoir peut-être écouté des Jura. On a un genre de mauvais. Une mauvaise première. Ça, j'aimerais ça goûter à ça, mais une qui me. Écoute, que j'en ai deux ici. Je pense pas qu'il y en a nécessairement un core range tant que ça. Dale Wayne, je pense qu'ils n'ont pas grands embouteillages core range. À la limite, je pense que j'ai peut-être vu à l'époque une vieille bouteille. C'est des très bons produits. Puis vous savez, moi, je suis un gars de Glenmorangie. J'adorerais pouvoir mettre la main sur les. Je pense que c'est Westport, leur nom d'embouteilleur indépendant, là, quand ils changent le nom. Ou des vieux bottlings de SMWS, là, numéro 125, pour voir justement, ils nous prennent-tu pour des cons? Je veux dire, leurs produits, là, comme, ils ont certains bons produits, plus souvent, même si je suis un Glenmorangie guy, là, mais
je pense que dans certains cas, ils pourraient faire mieux, là, surtout avec les annonces qu'on a vues aujourd'hui, le fameux le Tale of Pudding, là. Tale of Ice Cream. Ice cream. Ouais, Tu sais, je veux dire, à un moment le donné, prochain là, mot, ceux qui ne le savent pas, ça va être un ice cream. Tale of Ice Cream. C'est pas des blagues, ils l'ont annoncé comme ça. Effectivement, c'est un marketing arbégien. C'est à la Ardbeg, là. C'est la même. C'est Louis Vuitton, là, dans le fond, qui détient tout ça, puis qui il pousse un marketing un peu flashy, là, si on peut dire ça comme ça. Exactement. Fait que c'est un peu mes distilleries. Là. Puis, je sais pas, on n'a pas parlé tant que ça, mais Macallan, je pense qu'ils font souvent. C'est ça, Secret Speyside ou peu importe. Je me trompe-tu ou. Macallan, ouais, ça existe, entre autres Spey Malt, un Macallan Spey Malt. Mais à cause du nom, Pas tant que ça. c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, là, à mon avis, là, parce que ça, c'est une autre histoire là, dans ma liste de sujets que je voulais aborder. Là, on est rendu là, je pense. Là. Les trademarks, les embouteilleurs payent justement pour le nom. C'est un peu pour ça qu'on ne voit pas les vrais noms souvent sur les embouteilleurs indépendants. C'est parce que les distilleries veulent que, dans le fond, les embouteilleurs indépendants payent une redevance pour utiliser leur nom et que ça soit affiché parce que sinon, ils veulent se dissocier le plus possible aussi du procédé. Puis j'écoutais une vidéo de Ralphie un moment donné qui disait ben là, vous êtes un peu niaiseux de faire ça parce que l'embouteilleur indépendant est en train de faire une meilleure pub que ce que vos propres produits font ou à peu près. C'est quasiment pas l'embouteilleur indépendant qui devrait payer, c'est quasiment vous autres qui devraient le payer pour la belle image qu'il vous fait de votre produit. Et ça a généré quand même une belle discussion parce que c'est vrai que, moi, CPA comptable de ce monde, c'est sûr, je me dis que c'est logique de payer pour utiliser un nom. Puis, d'un autre côté, mon côté amateur de whisky se dit, crime, c'est vrai que ça fait plus ou moins de sens. Puis j'ouvre le sujet avec vous, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez de cette pratique-là de cacher le nom de la distillerie en arrière d'un faux nom? Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange ou que vous pensez que ça serait plus profitable pour la distillerie qui trompe en faisant ça? Est-ce que c'est quelque chose que, justement, ça permettrait aux néophytes de pouvoir mieux visualiser ce qui se passe, ça serait plus accessible, ça serait moins bon pour nous autres, les geeks, puis on aurait peut-être moins. Mais, mais bref, est-ce que c'est une pratique qui est logique, selon vous? Nicolas, pour commencer. Grosse question. Ça me dérange pas, là, vraiment. Là, j'aurais plus de risque de mélanger les gens que d'autres choses, là, tu sais. Bon, tant pis pour la distillerie si l'indépendant a un bon produit entre les mains puis leur nom n'est pas affiché, là. C'est juste dommage pour eux. Ils passent à côté comme tu dis, ils passent à côté d'une belle pub. Mais non, écoute, je pense juste que ça va juste créer plus de confusion, sortir des noms inventés. Tu sais, divulgue-le pas. Je pense que pas le divulguer, c'est peut-être encore la meilleure chose à faire. Commencer à inventer des noms, aucun intérêt pour moi, là. En tout cas, c'est mon opinion. Moi aussi, je trouve ça un peu stupide dans le sens que tout le monde est capable de trouver dans 2 minutes l'information sur Internet, là, à la base. Là, ça ne cache rien pour nous autres. Pour nous autres, les geeks qui le savent, ça ne cache rien. Ça cache quelque chose pour quelqu'un qui ne sait pas que ça fonctionne comme ça. Mathieu, tu voulais parler? Ben, c'est là que je m'en venais, dans le fond, pour ma part. Moi, je trouve ça un peu niaiseux le fait de cacher leur nom parce que la qualité des embouteillages est très bon. À ce que j'ai pu goûter, il y en a des moins bons. Je suis d'accord, mais pour la qualité que j'ai pu goûter, si tu as confiance en ton distillat, pourquoi cacher le nom? Après ça,
j'aime ça, le jeu un peu secret du Scotch Malt Whisky Society ou Williamson, White Claw, Enochny, C'est vrai, Secret of Speyside. Tu sais, les geeks les, vont le savoir. les SMWS, ils ont trouvé une autre façon de contourner le problème. Là. Ils ont mis des numéros, les points 1, les points je sais pas quoi, c'est équivaut à telle distillerie. Ceux qui le savent, sinon tu vas voir la liste en ligne. C'est une autre façon de contourner le problème. Fait que je pense que pour le geek, la personne qui cherche le whisky, il n'y aura pas de problème, même s'il est marqué un nom par rapport. Puis justement, les embouteilleurs sont quand même très, très, très transparents. Fait que même s'il n'y a pas le nom directement de marqué dessus, il va y avoir la région, puis peut-être même la ville où ce qui est, puis qui a été distillé, puis peut-être même l'heure, tu sais. Fait que rendu là, C'est ça. Quand c'est écrit Secret Orkney, là, il y a bien des chances que ça soit du Highland Park, mettons, là, de ce que j'ai lu. C'est pas du Scapa, parce qu'il y a deux, il y a deux distilleries, puis c'est un running gag, là, mais bref, Scapa, apparemment, c'est ça, ils n'ont pas une grosse production, puis ils sont avalés toutes par Johnny Walker. Fait que les chances que ça soit un Scapa sont assez minces habituellement. Mais bon, on va continuer avec Martin. Qu'est-ce que. Écoute, c'est un peu dans la même lignée. C'est probablement que c'est peut-être quelque chose d'historique là. Avec Internet aujourd'hui, n'importe quel enfant de 3 ans, là, tu vas lui demander hey, peux-tu me trouver les codes de la SMWS, puis il va aller sur ChatGPT, puis il va pouvoir nous sortir la liste de pourquoi cacher. C'est peut-être de présumer à la base que ces embouteilleurs indépendants-là vont faire une moins bonne job, puis qu'ils vont, tu peux avoir ton nom associé à ça, puis souvent, c'est le contraire. Alors, pourquoi peut-être pas bénéficier, de dire, mais peut-être parce que le chemin, c'est que tu vas vers qu'est-ce qui est core range de base pour t'en aller vers des indépendants, plutôt que le contraire. Si on allait tout acheter des indépendants en premier, ben, c'est hey, Westport, hey, c'est super bon, ah, c'est du Glenmoe, ah, OK, ben, je vais aller voir les produits de Glenmoe. Fait que, moi, personnellement, je ne vois aucun intérêt à changer le nom. Ou de créer des noms. Je veux dire, prendre du Glenmorangie, mettre une cuillerée de Glenmorangie dedans, et dire, oh, c'est plus notre produit. Écoute, je m'excuse, là, mais. Du spooning, tu fais référence au spooning, ouais. Au spooning, je veux dire, tu vas faire le test avec 500 experts de. Il n'y en a pas un qui est capable de dire lequel est lequel. Personnellement, je ne vois pas d'intérêt nécessairement à faire ça. Fait que, parce que pour les gens qui nous écoutent, là, le teaspooning, c'était pour faire en sorte que justement, ils ne revendent pas le whisky en disant justement que tu mets une cuillère juste pour dire que, puis ça fait en sorte que finalement, c'est ça. Un blend. C'est ça. C'est juste pour dire que tu n'as pas le choix de le vendre comme un blanc. Puis parce que sinon, autrement, ils pourraient le revendre en signe malt en disant que ça provient de telle distillerie, puis là, ils ne veulent pas leur nom associé à ça. Ça fait un peu partie du même genre de pratique commerciale. C'est sûr que c'est un comptable qui a suggéré ça. C'est pas. Les tripeux de whisky ne pensent pas aussi loin que ça. Ils vont pas. C'est sûr, c'est quelqu'un un peu plus en affaires que justement, hey, tu dois payer un trademark parce que tu utilises le nom de l'autre. Là. C'est bon dans la bouche, après une demi-bouteille, je suis sous. Ouais, c'est ça. Ma prochaine question, c'était plus dans les hauts de gamme. Je pense que la question, poser la question, c'est y répondre. Là. Est-ce qu'on peut retrouver le même genre de qualité? Est-ce qu'on peut espérer le même genre de qualité dans les embouteilleurs indépendants dans le haut de gamme que les official bottling, les embouteilleurs officiels? Moi, j'ai déjà entendu ça, je ne me souviens pas de qui, là, mais c'est ça. Il y a des gens qui pensent encore que, effectivement, quand tu s'en vas dans du haut de gamme, des fois, peut-être tu ne vas pas retrouver le même genre de qualité que dans du official bottling parce que s'ils ont vendu le produit, c'est parce qu'il n'était pas bon, tu sais, puis whatever.
Moi, personnellement, je ne vois pas à ça pantoute. Là. Je pense que on a nommé des gros noms, là, des Gordon MacPhail qui ont du très beau, très gros stock. Et bon, peut-être effectivement, quand tu vas dans des embouteilleurs indépendants un peu plus mineurs, qu'ils vont avoir de la misère à faire du très haut de gamme pour X quelques raisons, mais je pense pas que c'est une généralité dans le marché, là. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter là-dedans. Je ne ferai pas de tour de table. Non, je pense que tu as fait le tour. Là. On n'est pas tout d'accord là-dessus, je pense. Ouais. S'il y en a un ici qui a eu la chance de goûter à un whisky de 50 ans et plus en IB et en, en Original Bottler, qui lève la main, là, écoute, j'aimerais croire que ça goûte la même chose. Est-ce qu'il y a une bouteille wow que vous vous souvenez encore? Vous avez-tu des noms en tête, là, une bouteille Moi, de Indie? j'en ai une, puis je m'en souviens encore parce que je peux la boire encore. C'est Infrequent Flyers. En fait, c'est un Bowmore 22 ans. 314 bouteilles. C'est un fini PX Sherry Peated en bouteille à 48,3%. Donc, d'ailleurs, je vais m'en faire un verre. Mais oui, non, ça, c'est une super belle couleur en plus. Là. Quand même assez foncé. Oui. C'est des belles. Puis il y a beaucoup d'informations. Tu sais. C'est des beaux produits. Ça, c'est des produits très difficiles à avoir ici. Oui, ici, oui. C'est difficile. Il y a une freaking Flyers, il faut voyager pour trouver ça parce que sinon tu Exact. ne trouveras pas ça ici. Puis c'est des excellents produits. Puis de ce que j'ai compris en parlant avec des gens qui font de l'importation privée, il ne veut pas vendre ici parce qu'il ne fournit même pas la demande déjà plus locale là, au Royaume-Uni, mais c'est ça. En Europe, si vous êtes en Europe et vous avez accès à ça, des Infrequent Flyers, sautez là-dessus, c'est vraiment très bien fait. C'est vraiment un nom qui est tendance ces temps-ci. Là. Puis c'est ça. Puis Mathieu, toi, as-tu une bouteille wow que tu veux nous partager? Pour ma part, les bouteilles wow, j'ai goûté pas mal de. J'ai embarqué dans les embouteilleurs indépendants il y a pas très longtemps. Ça fait pas ça fait pas 20 ans, ça fait pas 15 ans. Euh, Mes bouteilles wow, là, tu sais, Martin il l'a dit, de Red Cask, à date, ce que j'ai goûté, les 3 embouteillages que j'ai goûté, c'est bon. Le Carol, il est excellent. J'avais goûté un Highland Park de Octave. Il était malade. Ça avait juste pas d'allure. Le prix était malade aussi. Euh, euh, Sinon, je vais continuer à dire que mes bouteilles wow, je me plais tout le temps à sortir mes bons vieux Canmore, un ou l'autre, un après l'autre. Donc, pour ce qui est de bouteilles wow, une. Je dirais peut-être avec Ink de Red Gas que j'ai tout le temps comme le feeling de crime. J'aurais dû en acheter 2, 3, 4. Pour le reste, c'est ça. Une caisse de 6. Une bouteille achetée en caisse de 6. Martin, as-tu une bouteille wow? Ouais, je vais y aller avec 3 choix bien rapides. Gordon MacPhail, un incontournable. Avec le club local ici à Ottawa, j'avais ramassé là, un Old Putney. Je pense que c'était 22-23 ans. Écoute, j'avais trouvé ça coche. On l'avait dégusté, puis tu sais, quand il y a des hills, on a le choix des ramasser. Fait que ça, c'est super bon. J'ai mentionné tantôt Signatory Vintage. J'ai adoré le Hawkintosh. C'était un 22 ans. Ceux qui suivent la page un peu vont se rappeler de mon remplissage de cette bouteille-là avec du Hawkintosh 12. Et puis, une que j'espère être en mesure de vous dire que je vais avoir adoré, c'est ça ici. Blackadder, Glenmorangie. Sorry.
Cask as Westport, 22 ans. Donc, si vous êtes au chalet, les boys, vous allez écouter à ça. Ça va être ça. J'espère pouvoir vous dire que c'était bon. Ça, c'est spécial, ça. Les Blackadder, là, c'est vraiment, c'est ça. On voit le fond, il n'y a même pas de filtre mécanique. C'est vraiment, c'est raw from the cask. Tu peux quasiment pogner une écharde en buvant ça, là. Tu vois les fonds de bois. C'est voulu parce que c'est pour. C'est une des seules sortes, c'est la seule façon que tu peux continuer à avoir un effet de maturation, même si tu gardes la bouteille comme ça, parce que sinon, une bouteille qui est comme ça, embouteillée, qui est filtrée, qui n'a pas rien dedans, ça ne continue pas à évoluer là, dans la bouteille. Mais si tu as des morceaux de casse comme ça, il va y avoir une évolution qui va continuer là, dans la bouteille, là, justement. Là. C'est l'exception à la règle. Quand on dit que c'est pas comme un vin et ça continue pas de vieillir, ben, les raw casks comme ça, c'est le contraire. Moi, ma bouteille Wow, je suis surpris que personne n'en parlait, moi qui m'a marqué, en tout cas, le Ben Nevis 4 ans qu'on a tous passé par là. Moi, ça a été une claque d'en face dans mon. Ben, ça a été la preuve indiscutable que le age statement ne fait pas le produit. C'est pas vrai que un 12 ans va nécessairement être meilleur qu'un 4 ans. C'est la preuve vivante que justement, tu peux avoir des whiskies de 4 ans qui sont phénoménales, qui sont mythiques. Et c'est quand même important de comprendre ça à quelque part dans son cheminement. Puis moi, je pensais je l'avais toujours en tête, mais c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, OK, c'est vraiment, c'est vraiment vrai que je peux avoir un résultat très excellent dans du whisky très jeune, puis à ce point-là. C'est vraiment, ça a été un tournant pour moi, ça m'a marqué. Puis c'est un embouteillage de Carnmore, un Strictly Limited. Une affaire comme début centaine de dollars, là, vraiment pas quelque chose de cher. Fait que c'est là que je me suis dit, le prix d'un whisky, ça ne fait pas nécessairement sa qualité. Deux, l'âge ne fait pas sa qualité non plus. Puis, je pense que c'est quelque chose qui vient progressivement avec le temps. Tu te rends compte que il y a des choses pour défaire comme comme prérequis, là, mais comme préjugés dans l'univers du whisky. C'est pas vrai que ton Lagavulin 16 est meilleur nécessairement que le 12. Puis, il y a tellement de variables dans l'univers du whisky qui font en sorte que la qualité d'un whisky, ça va être amené à un certain niveau. Puis le prix, c'est juste la fonction finalement de l'offre et la demande. Là. Ça n'a aucun lien finalement avec cette qualité-là. Mais c'est la même chose avec le fût aussi. C'est pas parce que ça a passé 16 ans dans un fût que c'est nécessairement meilleur qu'un whisky qui a passé 4 ans dans un autre fût parce que la qualité du fût va jouer beaucoup. Si ton fût est très réactif, il est très. Il y a beaucoup de saveurs encore dedans, ça ne prendra pas énormément de temps avant d'aller chercher cette saveur-là, même que si tu laisses trop longtemps, peut-être qu'il va devenir moins bon parce qu'il va être over saturé, tu vas avoir trop de tanins ou whatever. Et c'est encore plus vrai quand on parle de peat, hein, plus l'âge avance d'un whisky, plus ton peat disparaît avec le temps. Puis, justement, quand tu arrives dans des produits comme du Ben Nevis 4 ans, que c'est juste. L'intensité des saveurs est là, puis il y a un beau peat dedans aussi qui est intense, qui est capable d'aller chercher cette intensité-là, puis d'avoir un équilibre high pitch, là, vraiment dans un pitch élevé. C'est ça. Ça fait en sorte que tu peux te dire, OK, il y a des bouteilles wow dans l'embouteillage indépendant, dans des age statements bas, puis dans des, justement, là, dans des prix qui font du sens. Mais pour revenir
à ton embouteillage de 4 ans, là, on parlait du casque, la réactivité du casque, du baril. Puis dans ce cas-là, il n'aurait pas fallu qu'il le laisse plus longtemps. Là. Probablement pas. Fallait qu'il sorte ça de là parce que, écoute, c'était intense, là, ce whisky-là. C'est incroyable. J'ai jamais goûté quelque chose de jeune comme ça, puis aussi bon que ça. J'en suis marqué comme toi encore. Mais la seule chose que tu peux être garanti quand ton produit a passé beaucoup de temps dans le casque, c'est qu'il va être plus cher, c'est tout. Exact. Oui, ça coûte plus cher faire vieillir un produit parce qu'il prend de la place dans le warehouse, parce qu'il y a un coût d'opportunité, forcément, tant qu'il ne le met pas en bouteille, tant qu'il ne sort pas, qu'il ne le met pas sur le marché, ben c'est du profit qu'il perd. Fait que nécessairement, lui, plus le whisky vieillit, ben, plus il faut qu'il le vende cher. Fait que ta seule garantie, plus ton produit est vieux, c'est qu'il va être plus cher. C'est après ça, est-ce que ça garantit la qualité du produit? Pas pantoute. Ouais, puis au contraire, si ton casque a des défauts aussi, ça va l'amplifier. Si tu espères que ton souffle disparaisse à un moment donné, ou si tu espères que le tanin, non, il faut que tu le sortes, puis probablement qu'une distillerie officielle va finir par le blender et essayer de cacher les défauts dans un vatting de plusieurs casques. Puis ça, c'est quelque chose que les embouteilleurs indépendants ne peuvent pas se permettre de faire parce qu'ils ne font pas de vatting. Mais bref, c'est ça, effectivement. Si je compare ce Ben Nevis-là 4 ans avec un Glenfarclas Class 25, là, je prends le Ben Nevis 4 ans bien avant. Okay. Même si son age statement est plus élevé, même si son prix est plus élevé. Parce que, bon, 25 ans, le 25 ans de Glenfarclas, c'est un mélange de plusieurs vatings, puis c'est pas un single cast, c'est pas, ça n'aura jamais cette personnalité-là, ce niveau de personnalité-là qu'on pourrait avoir dans un single cast. En tout cas, moi, dans mon livre à moi, c'est ça. Puis c'est pas nécessairement que c'est pas un bon produit, un Glenfarclas 25 ans, c'est juste que ça n'ira jamais chercher ce niveau de wow-là dans cet univers-là d'official bottling versus ce que tu pourrais trouver dans l'embouteillage indépendant. Pour pas cher comme ça. Tu trouveras jamais des wow comme ça dans un official bottling à 115 $ ou à peu près. Ma dernière catégorie, ma dernière question, c'était s'il y a un eBay qui est plus tendance, s'il y a des belles perspectives dans le futur, est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus à surveiller que d'autres? Je pense qu'on a nommé Frequent Flyers, qui, clairement, si vous êtes en Europe, ça, c'est très, très tendance, là. Gordon MacPhail. Il y a une petite tendance, ouais, ça, je veux dire, Gordon MacPhail, il y a eu une petite recrudescence. Les gens ont commencé un petit peu plus à se lancer là-dessus, là, quand ils ont appris que, bon, évidemment, ils ne sont pas à la veille de ne plus mettre de produits en marché. Là. Il y a encore beaucoup de stock. Mais oui, il y a eu une petite recrudescence là, dans le Gordon MacPhail, ouais. Exact. On voyait ces réseaux sociaux des gens qui disaient on va aller en acheter, là, ça va finir. Mais non, ils ont des casques pour feeder. Avant qu'ils épuisent tout ce qu'ils ont déjà, là, ça va prendre des années. Il ne faut pas s'inquiéter avec ça, il ne faut pas se stresser avec ça. Mais effectivement, ils vont cesser leur activité d'embouteillage pour se concentrer sur Ben Roman qui l'ont annoncé officiellement. Nick t'a parlé. Mathieu, as-tu quelque chose que tu penses qui serait à surveiller pour une raison X? Je continue à croire que des jeunes embouteilleurs indépendants comme The Red Cask a sa place, puis il va continuer à se développer. Je pense qu'il y a beaucoup d'embouteilleurs indépendants qui ont un pied ferme dans le marché du whisky. Est-ce que j'en ai qui vont se démarquer? J'ai pas d'embouteilleur indépendant en tête qui va se démarquer. Je sais juste que
Exemple, Adelphi est rendu avec une distillerie qui font de bons produits, des bons single casks. Puis je pense que ça va aller vers là. Les embouteilleurs indépendants, ils vont aller, ils vont nous sortir des bouteilles de leur distillerie. Je pense que c'est ça qui est à surveiller, qui va être plaisant, puis qui va pouvoir nous donner un petit point sur leur véritable travail de A à Z. Je pense que c'est ça qui va être impressionnant dans les prochaines années. Ce que j'ai lu un peu comme crainte, c'est que justement, Adelphi, ils vont moins garder leur bon casque pour Adelphi, puis qu'ils vont peut-être justement diluer leur qualité de fût à travers Ardnamurchan puis Adelphi. Là. Je ne sais pas si c'est une crainte fondée, là, mais moi, jusqu'à date, j'ai pas vu de démarcation à ce point-là. En tout cas, je pense pas que c'est tout de suite non plus qu'on le verrait. Là, ça va prendre des années. Mais ça, c'en est une crainte pour Adelphi, mais je crois qu'ils vont être capables de tirer leur épingle du jeu. Là. Je pense pas que ce serait un grand enjeu. Martin, as-tu une idée? Non, moi je te dirais, écoute, j'ai suivi Mathieu sur celle-là toute la soirée. Là, de Red Cask, pour moi, ça si je vois l'autre produit qui sort ici, je vais mettre la main dessus. Mais une qu'on n'a peut-être pas abordée encore, qu'on voit peut-être moins ici, Single Cask Nation. Je vois souvent des trucs, des bouteilles passées. C'est peut-être plus aux États-Unis. C'est peut-être, je sais pas s'il y a en bouteille, je pense, des bourbons, je pense qu'il y a en bouteille des scotch. C'est comme. Ils ont l'air d'avoir un certain sérieux, là, mais j'aimerais peut-être tester plus leurs produits là, dans t'as First Edition aussi qui sort du single cast. Il y en a, tu sais, comme je dis là. Ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup, comme j'ai dit, qu'on ne parlera pas ce soir, là, mais il y en a une panoplie. Il y en a du matériel pour s'amuser. Oh yes. Ouais, j'en suis venu à la conclusion que si tu veux du Macallan, tu vas chercher du Tamdou en eBay. Ça, c'est probablement bien meilleur. Ils vont faire du meilleur Macallan que Macallan. Excuse-moi, Martin. Macalané, là. Ouais, c'est ça. Fait que non, moi, c'est le seul que je pense qui pourrait peut-être avoir plus, surtout à cause de la proximité peut-être des États-Unis avec nous autres, qu'on pourrait peut-être voir, pas envahir le marché, mais être plus disponible sur notre marché peut-être. C'est pas mal bon. Yes. OK. Moi, ça fait le tour pour ce que j'avais à discuter avec vous autres. Là. Je ne sais pas si vous voulez ajouter des points ou whatever. Je pense qu'on a fait un bon bout de chemin. Ben, moi, j'aimerais juste dire au monde de ne pas avoir peur. T'sais. Des fois, c'est quand tu commences dans le whisky, des fois, tu es moins porté à aller vers l'indépendant. Parce que bon, c'est pas marketé, c'est pas le branding officiel, c'est pas ce que tu connais. Ben, tu sais, quand tu vois une distillerie, tu sais, j'aime cette distillerie-là, d'habitude, un produit, ben, tu sais, essaye, lance-toi. D'habitude, c'est pas très cher non plus, là, les indépendants, généralement, là. C'est vrai que ça peut être vu comme un moyen abordable, justement, d'aller chercher des produits de qualité pour un débutant. Là. Je pense que oui. Le risque, c'est moins risqué, mettons. C'est pas un gros risque. Puis, tu sais, le pire, c'est de pouvoir essayer quelque chose, puis tu vas en savoir plus sur le whisky puis sur ce que t'aimes. C'est ça la pire affaire qui va arriver. Comme les médicaments, tu veux pas le générique parce que c'est pas l'original, là, mais tu sais, des fois tu vas payer moins cher puis ça va faire même maudite affaire. Des fois, quand tu regardes ça. Belle analogie. Mathieu, as-tu un mot de la fin? Je suis d'accord avec Nick. Il ne faut pas avoir peur d'essayer les embouteilleurs indépendants. Pour ceux qui sont encore à l'écoute, essayez. Puis je vous recommande, quand vous trouvez un distillat bon, essayez-le dans plusieurs embouteilleurs indépendants différents pour voir les différences. Ça suit tout le temps un peu la même lignée, mais avec des twists, comme Nick disait au début. Fait que je pense que c'est important que les personnes qui se lancent là-dedans, ils aillent à 2 pieds, puis ils foncent, puis
C'est bon, c'est du bon jus. Moi, pour mon mot de la fin, je vais renchérir sur ce que Nick dit, là, parce que je pense que c'est bon aussi de s'informer sur les produits puis d'avoir de l'information sur les produits. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'on va définitivement plus avoir du côté des embouteilleurs indépendants. Et pour cette raison, je pense que c'est justement, c'est très éducatif, c'est très pédagogique de commencer à se questionner sur qu'est-ce qui fait tel whisky, quelle sorte de fût va me donner telle chose. Puis rien de mieux qu'une bouteille qui a beaucoup d'informations justement pour apprendre plutôt que d'acheter une bouteille avec une secoupe volante dessus, comme disait Martin tantôt. Fait que sur ça, j'espère que vous avez. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. N'hésitez pas à vous abonner, commenter et nous suivre. Ce ne sera pas la dernière vidéo. Si vous avez des sujets à nous proposer aussi, on est toujours ouvert de nous parler là, sur la page des enthousiastes sur Facebook. C'est toujours agréable de discuter. Alors, merci de votre écoute et à la prochaine. Merci.